entre les deux pays au mois de juin dernier aux USA. 8 chefs d'État sont attendus pour ce événement. Le président Tshisekedi est arrivé à Washington pour sceller cet accord de paix. Dans ce journal, nous allons joindre nos reporters depuis Washington. Et puis, lutte contre la milice Mombondo. Jacqueline Chabani lance l'opération des désarmements et démobilisation des ex-combattants à Mbakana, dans la commune de Maluku, un processus qui vise à transformer les armes en instruments de paix. Enfin, hommage historique aux ancêtres congolais au Muséum des sciences naturelles à Bruxelles. Une cérémonie inédite qui a réuni diaspora, chercheurs et acteurs institutionnels autour de 600 restes humains victimes des violences coloniales. Un appel solennel est lancé aux autorités congolaises pour engager officiellement le processus de rapatriement. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Félix Tshisekedi est arrivé à Washington, aux USA. Le chef d'État va prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, prévu pour demain jeudi. Un accord destiné à mettre fin à la guerre à l'est du pays. Une rencontre tripartite est prévue à la Maison-Blanche entre les présidents Donald Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Pierre Kibambe-Somwe pour ce commentaire. Accord de paix, République démocratique du Congo, Rwanda. L'heure est à la phase finale, celle de l'entérinement de cet accord, très attendu pour la paix durable dans l'est de la RDC par les chefs d'État des deux pays à Washington, aux États-Unis d'Amérique. À l'invitation de son homologue américain Donald Trump, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux premières heures de la journée de mercredi 3 décembre à Washington, en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. La communauté congolaise des États-Unis d'Amérique a bravé les heures tardives et le froid pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Le programme officiel prévoit une rencontre tripartite des présidents Donald Trump, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ce jeudi 4 décembre. La cérémonie se tiendra en présence notamment de chefs d'État ou de hauts représentants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, du Qatar, du Togo, de l'Ouganda et des Émirats arabes unis. Depuis plusieurs mois, Washington s'est impliqué dans la recherche de voies et moyens de restauration de la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, extrêmement riche en minerais critiques. À Washington, le président de la République est venu apposer sa signature sous les bons auspices du président des États-Unis d'Amérique sur l'accord qui vise à mettre un terme à la guerre sanglante dans l'est de la République démocratique du Congo et à sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Vous le savez, dans moins de 24 heures, le président congolais va entériner avec son homologue rwandais l'accord de paix de Washington sous la médiation du président américain. Quels en sont les enjeux? Nos envoyés spéciaux, Oscar Mbalkaïj et Antoine Roger Bolamba, ont interviewé pour vous le directeur général de l'agence congolaise de presse. Bienvenue, Mariba Koumania. Aujourd'hui, on est à la porte de la fin de cette guerre. Avec cette signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les Congolais de Bukavu, de Goma, de Rutshuru, de Massissi et de toutes les autres parties de la République démocratique du Congo, la partie orientale, ont maintenant l'espoir, il y a l'espoir qui pointe à l'horizon, qu'il y aura une paix durable. Pas une paix factice comme on en a connu il n'y a pas longtemps, mais une paix durable dans la mesure où, cette fois-ci, on s'attaque aux vraies causes de la guerre qui a endeuillé les Congolais pendant 31 ans. La mise en œuvre dépend également de la capacité de la République démocratique du Congo à protéger ses frontières. Ça va aussi dépendre de la capacité des médiateurs, des témoins qui ont pris ces rendez-vous au nom de la communauté internationale d'influer sur le Rwanda.
À Washington, Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'apprêtent à signer un accord présenté comme historique, porteur d'un espoir inédit pour mettre fin à 3 décennies de violence dans l'est de la RDC, à Kinshasa. Entre soulagement, prudence et exigence de justice, les réactions se multiplient face à ce tournant décisif annoncé dans la quête de la paix. Gaëtan Magalano nous en dit plus. Enfin, un accord pour tourner la page de la guerre dans l'est de la RDC. Le 4 décembre 2025, une journée décisive pour la paix. Dans quelques heures, à Washington, le président Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame du Rwanda signeront un accord historique. Un document censé mettre fin à 3 décennies d'agression dans l'est du pays, à Kinshasa. La nouvelle fait réagir. Laurent Mugiraneza, notable de l'Est, voit dans cet accord une ouverture vers une paix durable. Nous pensons qu'une fois cet accord est signé, nous aurons vraiment les engagements et le respect des engagements et que le Rwanda va faire sortir ses militaires sur notre territoire et qu'il va cesser tout soutien au M23 et que les déplacés, les réfugiés, nous allons pouvoir retourner chez nous. Ces dames reviennent sur un moment douloureux, la prise de Goma par le 1-23 et un mois d'occupation, humiliation et de silence imposé. Tout le monde restait à la maison, c'était une désolation. Elle prévient, pas question de blanchir ceux qui ont du sang sur la main. Pour moi, intégrer ces gens-là dans le gouvernement, c'est tolérer les bêtises. Donc tout le monde qui n'a pas le boulot, se permet d'entrer dans la rébellion, dire que non, après on aura le dialogue et un peu encore nous intégrer. Fernando Kanda, citoyen engagé, salue le geste, mais appelle à la vigilance. Il faut que notre gouvernement soit sur le qui-vive. Il ne faut pas que notre population puisse perdre confiance. D'abord, je demande à notre population de continuer à garder confiance envers notre gouvernement. Tous appellent à une justice réparatrice. Et tout celui qui s'est aventurier à tuer, à piller par complicité, soit poursuivi par la justice. Cet accord met en avant-plan le respect de l'intégrité territoriale, la cessation des hostilités et le désarmement. Et puis Judith Souminois, première ministre, a clôturé la télé nationale de validation de la politique nationale de l'enfant, axée sur la protection et la valorisation des enfants en RDC. Juste après, la chef du gouvernement a procédé à l'inauguration du village des opportunités, un espace d'échange, de formation et d'accompagnement pour les jeunes. Emmanuela Commissaire et Pompomba. À Kinshasa, ce mercredi, la première ministre Julie Souminantuluka a validé la nouvelle politique nationale de l'enfant. Un acte qualifié d'historique qui marque l'engagement de l'État en faveur de la protection de la dignité et de l'avenir des enfants congolais. Elle assure que cette politique sera traduite en actions concrètes, soutenues par un financement national et provincial, afin de garantir l'accès à l'éducation, à la santé et à la sécurité de plus jeunes. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. C'est sous son leadership que cette politique devient disponible et que la stratégie nationale de la prise en charge des enfants victimes des conflits de l'Est du pays, qui est d'ailleurs en cours d'élaboration, viendra s'y greffer. Comme le consacre notre Constitution, notamment en ses articles 41 et 42, la protection de l'enfant constitue une obligation nationale. L'État a le devoir de garantir à chaque enfant congolais et chaque enfant qui se retrouve sur son territoire national, son développement, son éducation, sa sécurité et sa dignité. L'UNICEF, partenaire clé du processus, réaffirme de son côté sa mobilisation pour la survie, la protection et l'éducation des enfants. Dans la même dynamique, l'ouverture du village des opportunités par le gouvernement illustre la volonté de placer la jeunesse, véritable force de demain, au centre de la reconstruction nationale. Cette initiative a pour ambition de répondre de manière immédiate, pragmatique et efficace aux aspirations et aux défis de la jeunesse de notre pays. Aujourd'hui,
Nous donnons vie à un concept qui dépasse largement le cadre d'un simple salon. Le village des opportunités s'impose comme un espace vivant, dynamique et concret, où l'État, les secteurs publics et privés, ainsi que les partenaires techniques et financiers se rencontrent pour offrir des solutions tangibles, des opportunités réelles à notre jeunesse dans un cadre d'échange direct, de partage d'idées, de conseils, de soutien et d'accompagnement. Ce nouvel espace d'échange, de formation et d'accompagnement vise à rapprocher le jeune des acteurs publics et privés tout en stimulant l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle. Avec ces deux initiatives, la protection de l'enfant et l'accompagnement de la jeunesse, la RDC se donne le moyen de bâtir une société plus juste et plus inclusive, où chaque enfant ou chaque jeune peut envisager un avenir digne. À l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, une table ronde a été organisée. Elle a réuni différentes institutions. L'objectif est de réfléchir sur la mobilisation des ressources financières en faveur des projets structurants qui visent à renforcer l'autonomisation et l'entrepreneuriat des personnes vivant avec handicap. Betty Amani. Les personnes vivant avec handicap retrouvent leur dignité et leur place au sein de la société congolaise grâce à la politique gouvernementale d'inclusion sociale. La table ronde organisée par le ministère en charge des personnes vivant avec handicap en collaboration avec l'ambassade du Royaume-Uni se veut un plaidoyer sous la présentation des projets structurants à impact visible et tangible visant leur inclusion sociale. La ministre déléguée Irène Sambodiata en appelle à la mobilisation des fonds pour la réalisation de ce projet. Nous savons que les partenaires viennent pour aider la République démocratique du Congo à pouvoir aller de l'avant. Nous avons plus de 30 hectares que nous avons acquis, où nous voulons construire des logements sociaux pour les personnes avec handicap. Pour Kinshasa, nous avons besoin des bureaux pour les divisions provinciales. Pour les personnes aveugles, il y a des métiers que ces personnes peuvent exercer sans beaucoup de difficultés, c'est le massage thérapeutique. Et nous voulons intégrer ces projets de massage thérapeutique au sein de l'Institut national pour aveugles. Tous les partenaires billets multilatéraux ont salué le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la promotion sociale des personnes vivant avec handicap. Le ministre d'État en charge du plan, Guilé Nyembo, en appelle à la mutualisation des efforts avant que la ministre d'État des Affaires sociales, Eve Bazaïba, exhorte les compatriotes à s'impliquer pour lever les fonds à l'interne malgré l'apport des partenaires. Le directeur général du Fonds national d'appui à l'accessibilité à l'autonomisation des personnes avec handicap, Charles Ngoy, a présenté les missions assignées à cette structure technique chargée de financer des projets économiques, sociaux et culturels en faveur de cette frange de la population. Un signal fort, celui d'un Congo qui avance vers une société plus inclusive, déterminée à valoriser tous ses citoyens sans distinction. African Media Award voit le jour à la veille de sa première édition, prévue demain jeudi. Le gala se tient à Addis Abeba pour annoncer les couleurs de ce nouveau rendez-vous dédié à l'excellence du journalisme africain. Malumbela, notre envoyé spécial. Les décors est planté dans la capitale éthiopienne pour le lancement de la première édition inaugurale des Africa Media Awards. Les participants venus de plus de 40 pays africains prendront part à ces grands événements. Africa Media Awards qui fera son entrée sur la scène internationale et sphère médiatique africaine. Africa Media Awards s'est fait un forum où l'excellence en journalisme est célébrée à travers la production des documentaires, des reportages, des interviews diffusées sur les ondes des radios et télévisions et publiées dans la presse écrite, voire des contenus en ligne sur des divers sujets qui touchent les pays du continent africain. Cette première édition des Africa Media Awards récompensera ce 4 décembre 2025 les reportages les plus remarquables, les documentaires les plus captivants, les interviews, les contenus les plus inspirants sur les réseaux sociaux et bien plus encore.
Les directeurs généraux des grands médias africains, dont la radio-télévision nationale congolaise, représentée par le directeur général Madame Sylvie Elengue, des journalistes, des personnalités politiques affluent dans la capitale éthiopienne pour accueillir l'avènement des Africa Media Awards. Dans une ambiance électrique, les organisateurs ont circonscrit l'initiative, celle de reconnaître le travail produit répondant aux critères de sélection. En outre, les efforts des africanistes tels que Mandela, Lumumba, Kwame Nkrumah et autres ont été mis en lumière pour une Afrique libre et développée. Jeudi tantôt, dans la lutte contre la milice Mombondo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé l'opération de désarmement et démobilisation des ex-combattants, une initiative qui marque le début d'un processus structuré qui vise à transformer les armes en outils de paix. Bobo Anan Mokonzi pour ce commentaire. Dans ces images, on voit la milice Mombondo rendre volontairement leurs armes. Nous sommes en Bakana, dans la commune urbano-rurale de Maluku, à l'ouest de la ville de Kinshasa. Les gestes est patriotique. Les ex-combattants de la milice Mombondo déposent les armes et signent ainsi leur adhésion au processus du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation lancé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, dans ces territoires du peuple Téké. Cette cérémonie marque une étape historique dans notre marche vers la paix et la stabilité et traduit la volonté politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bâtir effectivement une République pacifiée, unie et prospère. L'idée est de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays touchée par des conflits intercommunautaires entre le peuple Téké et Yaka. À ce jour, l'on dénombre de familles déchirées et beaucoup de pertes en vies humaines enregistrées. Une situation qui vient aggraver encore l'insécurité dans la région du Grand Bandundu. Cette opération marque les efforts de renforcement des réconciliations et de cohabitation pacifique entre ces deux communautés. C'est le début d'un processus structuré visant à transformer les armes en instruments de paix et les ex-combattants en acteur du développement, vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le choix de Mankana, il incarne la proximité de l'État avec ses citoyens et rappelle que la paix doit se construire là où les communautés vivent, travaillent et espèrent bâtir leur avenir. Cette opération constitue également une étape majeure vers le retour de la paix et la stabilité dans cette partie du pays. En visite officielle à Kinshasa, le général Franck Vansina, chef de défense du Royaume de Belgique, a été reçu au quartier général des FARDC au camp Kokolo par son collègue, le lieutenant général Banza Mouilambwe. Un reportage de la presse militaire. En visite officielle à Kinshasa, le général Franck Vansina, chef de défense du Royaume de Belgique, a été reçu ce mardi 2 décembre 2025 au quartier général des FARDC au camp lieutenant-colonel Kokolo par son homologue congolais, le lieutenant général Banza Mouilambwe Jules. Après les tête-à-tête dans son cabinet de travail, les deux chefs militaires se sont retrouvés dans la salle de réunion de l'état-major des FARDC où les attendaient leurs collaborateurs. Dans ce monde bienvenu, le général Mouilambwe a exprimé sa profonde gratitude envers son homologue belge pour cette visite organisée dans un contexte délicat d'agression de la RDC par le Rwanda. Cette visite a souligné le chef d'état-major général des FARDC et les signes de la bonne santé et du raffermissement de la coopération militaire entre Bruxelles et Kinshasa. Au nom des forces armées de la République démocratique du Congo et en Europe, nous souhaitons la bienvenue chez nous. Dès que cela a été fait par le ministre, à mon tour, comme chez moi, à l'état-major général de notre armée, réitérer ce vœu de bienvenue. Et je voudrais aussi vous dire que cette visite marque quand même nos esprits. De son côté, le général Vansina a insisté sur la portée politique de la visite du ministre de la Défense belge et témoigne du partenariat engagé du Royaume de Belgique en RDC. La coopération militaire belge dans notre pays est active dans le domaine de la formation, notamment pour la 31e brigade au centre d'entraînement de Loama à Kindu au Maniema et à l'académie militaire de Kananga au Kasaï central.
Pour lui, cette visite constitue un signal fort de la solidarité internationale face à l'agression dont la RDC est victime. Je crois en effet qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent dans notre coopération, que ce soit le fait que le général soit votre conseiller, qu'on mette un effort sur la 31e brigade, qu'on vous accompagne dans la mise en œuvre du soutien EPF maintenant. Enfin, il a invité le chef d'état-major général des FARDC à rendre très prochainement visite à l'armée belge à Bruxelles en vue du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. En mission officielle au Caire, à l'invitation de son homologue égyptien, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale entend renforcer la coopération militaire bilatérale. Cette rencontre de haut niveau vise à consolider les partenariats stratégiques entre les deux pays. Sandra Nyangui, je reste au Fundji. C'est la 4e édition de Egypt Defense Expo EDEX 2025 qui a poussé le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à effectuer une mission de service au Caire, considérée comme l'une des plateformes les plus influentes en Afrique et au Moyen-Orient dans les domaines de l'armement, la technologie militaire et de la coopération stratégique. La présence du vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modian Vita, à ce rendez-vous de niveau illustre la détermination du commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a engagé la République démocratique du Congo dans une véritable modernisation des FARDC et un renforcement des partenariats avec des puissances militaires reconnues, dont l'Égypte. Dans sa déclaration, le ministre de la Défense a salué l'accueil et la disponibilité de son homologue égyptien, soulignant un partenariat qui se consolide, porteur de solutions solides face aux enjeux sécuritaires auxquels la RDC reste confrontée. Il a insisté sur l'importance d'un échange technique direct pour identifier des équipements adaptés aux réalités du terrain congolais. Au cours de sa visite, Maître Guy Kabombo Modian Vita a soigneusement inspecté plusieurs pavillons d'exposition passant. La salle plénière de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a accueilli la remise des recommandations issues de 2 symposiums co-organisés par l'Université de Lubumbashi et l'Assemblée provinciale et les forces de défense. Diane Balaka pour ce reportage. Les 2 symposiums organisés conjointement par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'INU et les forces de défense ont débouché sur des recommandations sur la gestion des questions sécuritaires et socio-économiques de la province, recommandations remises au président de l'organe délibérant. L'honorable Michel Kaboué a salué la portée concrète et pragmatique des recommandations. Je tiens à remercier notre grande institution universitaire pour avoir répondu avec spontanéité à notre appel citoyen et patriotique par la mise en œuvre des solutions concrètes. Le recteur de l'UNILU, professeur Gilbert Kishiba Fitoula, a exposé la synthèse des travaux tout en dénonçant fermement la spoliation foncière dont son institution est victime. Une interpellation directe aux autorités. Ces 2 rencontres traduisent la volonté commune, celle de renforcer la cohésion nationale, la citoyenneté, le patriotisme et le développement intégral, en plaçant l'homme au centre de l'action publique. De son côté, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga a promis une mise en œuvre effective des recommandations, assurant les participations de son engagement total. Au nom de l'exécutif provincial du Haut-Katanga et au mien propre, nous vous disons sincèrement merci pour le travail abattu. À vous les savants de l'Université de Lubumbashi, à tous les honorables députés et tous les autres participants pour ce travail remarquable. Ainsi, le savoir académique et les pouvoirs institutionnels se portent à merveille dans cette partie du pays.
Justin Kalumba, ministre d'État en charge de l'industrie, a pris part à une matinée d'information consacrée à la certification aux normes NCD placée sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi. Regardez. Cette matinée d'information a permis notamment de présenter le cadre réglementaire des normes NCD, d'expliquer les étapes de certification et les obligations des entreprises, ainsi qu'à mettre en lumière le rôle de l'Office congolais de contrôle dans la mise en œuvre de contrôle de qualité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a initié un vaste programme de modernisation des outils de contrôle de qualité, dont les normes démocratique NCD en cycle, qui contribue à bâtir une souveraineté économique fondée sur la qualité, la traçabilité et la confiance. En présence du ministre d'État, ministre de l'Industrie, Justin Kalumba, différents exposés et allocutions ont mis un accent particulier sur la nécessité de s'approprier ce système national de certification aux normes NCD. Le ministre d'État en charge de l'industrie, Justin Kalumba, a martelé sur la place prépondérante de la certification. Si vous êtes un service, vous pensez que ce travail peut être mieux fait par l'autre service. L'autre service est plus équipé pour ça. Ne voyez pas l'argent. Laissez ce service faire ce travail convenablement pour que le pays gagne en matière de qualité. Dans le monde entier aujourd'hui, dans tous les marchés, parce que c'est une question de marché, tout acheteur, tout consommateur averti, il regarde quoi? Rapport, qualité, prix. Si la qualité n'est pas bonne, le marché va être difficile. Mais si la qualité est bonne, le consommateur va fermer les yeux sur le prix. S'inscrivant dans une dynamique d'assainissement du climat des affaires, Vidrey Technique RDC accompagne l'Office congolais de contrôle dans la sécurisation de l'écosystème numérique. Sachez également que le ministre de l'Économie nationale a procédé au lancement officiel d'une formation sur l'utilisation de l'application de pré-enregistrement des acteurs du secteur informel, une étape clé dans la stratégie nationale de formalisation. Rodé Panda. C'est le conseiller en matière de formalisation, Jocelyn Napa, qui a ouvert les travaux au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, tout en rappelant la grande importance que revêt ces volets dans l'économie du pays pour qu'elle devienne efficace et efficiente sur le terrain. Il en appelle à la conscience de chacun des agents enquêteurs. C'est un problème de conscience. Je veux attirer l'attention sur une catégorie très importante sur qui le VPM insiste. Ce sont les agents de l'administration centrale. Donc vous êtes le fer de lance de ce projet. Le souci du chef est que cette activité se pérennise. Pour le directeur Joseph Biadounia, cette formalisation constitue l'un des axes prioritaires du ministère, levier essentiel pour renforcer la gouvernance économique. Nous sommes en train d'implémenter une nouvelle économie de développement du pays. Le vice-premier ministre Mukoko Samba, pour avoir pris à cœur cette partie de l'économie, la formalisation, ça demande des efforts. La cellule informatique du ministère a ensuite présenté l'outil numérique de pré-enregistrement avant les explications du coordonnateur adjoint Roger Mayembe ainsi que l'informaticien. Dieu merci Alexandre Ngoma Kassa sur les différentes fonctionnalités, notamment la création du compte de fournisseurs et l'activation via les codes formels fournis par l'IT. Les participants étaient soumis à cet exercice pour confirmer l'assimilation. L'un des participants s'est dit satisfait. L'application est facile pour vous permettre l'identification de ces acteurs économiques. Et l'application va nous permettre la rapidité pour que les informations arrivent à temps réel au ministère. Le ministère de l'Économie nationale affirme ainsi son engagement à moderniser et structurer les secteurs informels grâce au système numérique, une étape stratégique dans le processus de formalisation des masses indispensables au développement économique, social et financier de la RDC. Le gouvernement français, à travers l'Agence française de développement, a financé le ministère de l'Éducation pour la construction des infrastructures scolaires à Mbanza-Ngungu. C'est le ministre d'État de l'Éducation, Raïssa Malou, qui a procédé à la cérémonie de la pose de la première pierre. Anastasie Ndogo. Bientôt, la construction de quelques infrastructures scolaires en Mbanza-Ngungu dans le Congo central. L'égo de la cérémonie de pose de la première pierre de construction a été donné par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, en présence de l'ambassadeur de France en RDC.
Financés par le gouvernement français à travers l'Agence française de développement, les projets Molakisi Téléman visent à renforcer la professionnalisation des enseignants et à accroître l'attractivité des métiers de l'enseignement primaire. Question d'améliorer la qualité de la formation initiale des enseignants de l'éducation des bases. En posant cette première pierre, nous affirmons notre engagement commun. Offrir à chaque enfant de la République démocratique du Congo une éducation qui lui donne les moyens d'agir, de comprendre le monde et de contribuer au développement de notre nation. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'éducation un levier majeur de transformation nationale. Conformément à cette orientation, nous concrétisons aujourd'hui une réforme stratégique destinée à doter nos enseignants d'une formation mieux adaptée aux exigences contemporaines et à promouvoir une éducation plus équitable sur l'ensemble du territoire. Le futur institut, dont la construction s'étendra sur 5 années, représente un avertissement de 10 millions d'euros. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre du plan quinquennal 2024 et 2029 qui accorde une priorité stratégique au développement professionnel des enseignants en RDC. Ce centre moderne, conçu pour l'excellence, le bâtiment aura une capacité totale de 360 places et comprendra notamment un internat de 80 places pour les jeunes femmes, 9 salles de classe informatique, une bibliothèque pour ne citer que cela. L'RDC renforce son engagement dans la lutte contre la déforestation à Kinshasa. Le Centre de recherche forestier international et le ministère de l'Environnement ont présenté le projet visant à impliquer davantage la société civile et les communautés locales. Angèle Mabiala et Rigan Shindan. La République démocratique du Congo poursuit son engagement dans le mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation nommée RED+, afin de contribuer efficacement dans la lutte contre le réchauffement climatique. À Kinshasa, le Centre de recherche forestier international, CIFOR, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et plusieurs partenaires, a présenté les projets d'appui à la société civile pour un suivi décentralisé des projets et programmes RED+. Objectif, impliquer davantage les communautés locales et les populations autochtones dans la protection des forêts. C'est un projet qui cible d'appuyer les sociétés civiles. Et les sociétés civiles n'étaient pas là dans le lancement officiel, donc on fait notre mieux pour que ça soit être plus accessible. Emmanuel Soyo, partenaire de RED+, souligne l'importance de cette approche participative. Ce projet, il prend en compte beaucoup plus l'aspect lié au renforcement de capacités, mais aussi c'est cette capacité externe en ce qui concerne le reflet, l'image de l'action et de l'apport de la société civile justement dans la mise en œuvre de tous les projets RED. Sarah Péten, conseillère climat à l'ambassade de Grande-Bretagne, réaffirme l'engagement de bailleurs. On espère que ce projet peut influencer et soutenir tous les coins de population et de quartiers ici en RDC. Et on est vraiment content d'être ici avec CIFOR et GTCRR pour comprendre les activités prévues pour l'avenir de notre partenariat. Guy Kajembe, coordonnateur du groupe de travail Climat RED+, insiste sur la nécessité d'un meilleur suivi sur le terrain. Nous avons déjà 450 qui sont impliqués directement. Et on ne peut pas aller indirectement pour dire ceux qui sont touchés, parce qu'une organisation, c'est beaucoup de gens. Les efforts continuent pour fédérer toutes les énergies de manière à ce que nous puissions vraiment adresser la question, de manière à ce que toute la société civile soit mobilisée sur la question. Ce projet est financé par le Fonds national des forêts en République démocratique du Congo, FONARED, et l'initiative pour la forêt du bassin du Congo pour un montant de 9 millions de dollars sur 3 ans jusqu'en 2028. Retournons à Washington, où nous avons en ligne nos envoyés spéciaux, Oscar Malkaï et Giscard Koussema, qui vont nous parler du déroulé de la signature de l'accord de paix qui aura lieu demain jeudi. Oscar Mbal, bonsoir. Est-ce que vous me suivez, Oscar? Bonsoir, Oscar. Je disais donc, est-ce que, Oscar, vous nous suivez? Voilà, nous avons quelques petits soucis techniques. Voilà, je disais donc,
La ministre déléguée aux Affaires étrangères, francophonie et diaspora est allée ensemble avec les élus de ce coin de l'Est dans une mission humanitaire et gouvernementale d'assistance aux réfugiés congolais au Burundi. Regardez. Du 30 novembre au 2 décembre 2025, au nom du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement Souminois II, le ministre délégué aux Affaires étrangères, francophonie et diaspora, Crispin Mbadou Panzou, a conduit une mission humanitaire gouvernementale au Burundi pour réconforter le réfugié congolais installé au Burundi, accompagné de députés et sénateurs du Nord et Sud Kivu pour une assistance sociale devant des milliers de réfugiés. Crispin Mbadou Panzou en parle. Ce site ici accueille 22 000 personnes, donc soit 6 500 familles ou 6 500 ménages. Cette guerre, à cause de cette guerre nous imposée par le Rwanda via les substituts du M23, nos compatriotes se sont réfugiés au Burundi et c'est l'occasion ici de remercier le peuple frère de la République du Burundi pour leur hospitalité légendaire. Depuis la chute de deux provinces, Nord et Sud Kivu, le Burundi a accueilli 130 000 réfugiés congolais répartis dans 6 camps et 4 centres de transit. Confrontés à de nombreuses difficultés, le HCR a salué l'initiative et la responsabilité du gouvernement congolais et l'hospitalité du Burundi. Brigitte Mukanga, la représentante du HCR, a déclaré que la situation demeure extrêmement difficile, nécessite un soutien continu. Je l'ai dit tantôt, au Muséum des sciences naturelles de Bruxelles, la diaspora congolaise a rendu un hommage historique à plus de 600 ancêtres dont le reste sont conservés depuis l'époque coloniale. Une cérémonie émouvante qui marque un tournant dans la reconnaissance des violences du passé. Un reportage. C'est une cérémonie qui ouvre une nouvelle étape dans la reconnaissance des violences coloniales. C'est ici au Muséum des sciences naturelles de Belgique où sont conservés plus de 600 restes humains congolais collectés durant la période coloniale, faute d'espace. J'espère que ce jour sera la première pierre d'un chemin commun qui doit mener au retour des dépouilles des ancêtres congolais et ouvrir une nouvelle page de dialogue et de respect mutuel entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Moment fort de cette cérémonie, c'est la visite émouvante de cet espace où sont logés 260 crânes dans des boîtes sobres, symboles de vie brisées et des mémoires suspendues représentant l'ensemble des dépouilles. Pour Laïti Babin, présidente de l'ASBEL AfriHop, qui milite pour la défense et la restitution du patrimoine mémorial congolais, il ne s'agit pas seulement d'un simple hommage, mais plutôt d'un acte symbolique de réparation et du retour des ancêtres sur leur terre d'origine. Nous avons la responsabilité de faire en sorte de militer, de réclamer le retour de ces restes humains. Comme on les appelle ici, ce sont des restes. Mais pour nous, ce ne sont pas des restes, ce sont nos ancêtres, c'est notre identité. Protectrice et promotrice des droits des Congolais, la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC dirigée par Paul Nsapou a été représentée à cette grande cérémonie par sa directrice de cabinet adjointe, Ange Mukajimweni. Un appel est donc lancé aux autorités congolaises pour assurer le processus de retour des dépouilles, ce qui ouvrira une nouvelle page dans les relations entre la Belgique, la RDC et l'histoire coloniale européenne. La coopération de France en RDC, Service géologique national du Congo, ont organisé une formation sur la géoscience. Pour ce faire, le bureau de recherche géologique et minière en France a apporté son expertise au service géologique national du Congo. Edith Chala. Ce mercredi 3 décembre 2025, des experts, des décideurs politiques et des acteurs publics se sont rassemblés pour discuter des défis et des opportunités liées à la gestion de biens fonciers de l'État, à l'ouverture de l'atelier de haut niveau consacré aux enjeux et perspectives de la gouvernance du patrimoine foncier et immobilier de l'État, organisé par l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État. Le ministre Alexis Kizaro a mis l'accent sur l'importance stratégique d'une gestion transparente, cohérente et performante
du patrimoine foncier et immobilier public. Le chef de l'État a rappelé à plusieurs reprises que la restauration du patrimoine immobilier de l'État est une condition essentielle de la modernisation de l'État et du succès de la transformation structurelle de notre pays. Ce rapport constitue une avancée majeure. Il a permis de poser les bases méthodologiques des États généraux, de structurer les axes de réforme et les thématiques majeures, de proposer des outils d'inventaire, de cartographie, de numérisation et de gestion du patrimoine, de définir les mécanismes de coordination institutionnelle, d'identifier les urgences stratégiques, tant juridiques qu'administratives. Au nom du ministre d'État, ministre de la Justice, son directeur de cabinet adjoint a rappelé les enjeux juridiques, institutionnels et opérationnels liés à la protection et à la valorisation du patrimoine de l'État. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à améliorer la transparence, la gestion et la conservation du patrimoine de l'État, a déclaré le coordonnateur de l'agence, qui a réaffirmé l'engagement de son institution à renforcer le mécanisme de gouvernance, de protection et valorisation du patrimoine immobilier de l'État. Des recommandations ont été formulées à la clôture pour une gestion efficace du patrimoine de l'État. De suivre l'atelier interinstitutionnel avec Robert Béchisense organisé par le ministère de l'ITP. Et puis la coopération ambassade France en RDC, Service géologique national du Congo, ont organisé cette formation sur la géoscience. Pour ce faire, le Bureau de recherche géologique et minière de France a apporté son expertise. Edith Chala pour ce commentaire. La première réunion du comité de pilotage du projet Fonds Équipe France, FEF en sigle, financé par l'ambassade de France en RDC, s'est tenue en novembre dernier. Elle a réuni le service géologique national du Congo, l'ambassade de France en RDC et le bureau de recherche géologique et minière, établissement public français. L'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaux, qui a personnellement participé à cette réunion, a défini les orientations stratégiques du projet, renforçant la coopération scientifique et technique entre les services géologiques nationaux du Congo et l'ambassade de France en RDC. Ce projet est un élément d'une action beaucoup plus large qui vise à permettre à la RDC de gérer elle-même ses ressources géologiques et minières. La dite formation qui a connu la participation non seulement des agents du service géologique national du Congo, mais aussi des étudiants des facultés des lettres ainsi que des géosciences de l'université de Kinshasa, a été clôturée par le directeur général du service géologique national du Congo, Raoul Wazenga Vitima. Cette formation, si elle a eu lieu, c'est grâce notamment à l'implication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui dans la gouvernance minière veut que la République démocratique du Congo soit dotée d'une banque de données nationale géologique afin de pouvoir attirer les investisseurs à venir dans le secteur minier. Au terme de ces formations, le service géologique national du Congo sera en mesure d'installer une banque de données géoscientifiques fiable. La ministre de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo, a lancé les assises du dialogue intergénérationnel entre femmes ministres et jeunes, un cadre d'échange destiné à renforcer la participation des jeunes femmes dans les instances de décision soutenues par l'ONU Femmes. L'initiative mise sur le partage d'expériences. Reportage. C'est un cadre de partage d'expériences pour une relève assurée, un moment crucial pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Ce dialogue intergénérationnel entre femmes ministres et jeunes, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire avec l'appui de l'ONU Femmes, a permis à cette nouvelle génération de s'imprégner de la vraie question liée aux défis auxquels est confrontée la femme congolaise dans le processus du développement de sa nation. Pour cette édition, le thème est « Jeunes leaders transformateurs pour toujours ». C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui a présidé ces travaux. L'expression « ministre un jour, leader pour toujours » est porteuse d'un message puissant. Être ministre un jour, même symboliquement, signifie découvrir la complexité des décisions publiques, comprendre le poids des responsabilités, expérimenter l'art de gouverner au service de l'intérêt général. Mais au-delà
de l'expérience institutionnelle, ce concept rappelle que le leadership ne dépend ni d'un titre ni d'une fonction. Il se construit à travers la vision, l'éthique, la capacité à inspirer et à fédérer autour d'un idéal. Au-delà des discours, ces assises marquent un tournant décisif dans la participation de la jeunesse au poste de prise de décision. Voilà, un invité dans ce journal. Il s'agit de Madame Alpha Perla Boyo, à qui je dis bonsoir, Madame. Bonsoir. Voilà, vous êtes présidente de la fondation Alpha Perle, une ONG qui existe depuis combien de temps? La fondation Alpha Perla existe depuis 3 ans. Nous sommes dans plusieurs domaines: l'autonomisation financière de la femme, le développement personnel et aussi mettre en lumière les femmes qui se démarquent dans ce qu'elles font à travers les prix Congolese Women Excellencia. D'accord, vous êtes initiatrice justement du trophée Congolese Women Excellencia. Ça, c'était, je crois, la 2e édition. Là, vous organisez un grand événement. C'est la 3e édition ou Tout à fait. Oui. Le dimanche 7 décembre, on va organiser notre 3e édition du trophée Congolese Women Excellencia qui vise à primer, cette fois-ci, non pas des femmes seulement congolaises de Kinshasa, mais les femmes d'Afrique centrale. Et aussi, la particularité, c'est qu'on va primer aussi quelques hommes genrés qui font la promotion de la femme. Alors, vous avez un mot par rapport à tous ceux qui vous suivent? En fait, nous invitons des gens à venir soutenir les femmes excellentes qui seront primées ce 7 décembre à l'hôtel Hilton de Kinshasa à partir de 14 h. Et aussi, un mot à nos autorités, aux institutions de la République, de soutenir cette initiative qui vise à mettre en lumière les femmes qui militent, qui excellent, qui se donnent pour se démarquer et voilà. Dans différents domaines. Oui, dans par différents exemple, domaines. lesquels on a l'administration, les finances, les sociales et l'innovation technologique aussi. D'accord, merci Madame Alpha Perla Mbonyo. Je rappelle que vous êtes présidente de la fondation Alpha Perle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et si on veut nous contacter pour un don ou quoi que ce soit, on a notre site internet fondationalphaperla.com et aussi au numéro 243 97 70 74 034. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous retournons aux USA à Washington. Nous avons en ligne nos envoyés spéciaux Oscar Mbalkaïj et Giscard Koussema qui vont nous parler du déroulé de la signature de l'accord de paix qui aura lieu demain jeudi. Bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous recevez. Bonjour chez vous. Oscar Mbalkaïj. Bonjour Anita, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à partir de Washington DC. Ici il est 14h50. Nous sommes à quelques heures de la cérémonie d'entérinement de l'accord de paix et de sécurité par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame. À quelques heures justement de cette cérémonie de signature, Giscard Koussema, quelles sont les dernières informations que ceux-là qui nous suivent peuvent retenir avant bien sûr la signature de cet accord? Bonsoir Oscar Mbalkaïj, bonsoir à vous, Anita Luamba, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur les antennes de la RTNC. Nous voulons confirmer qu'à quelques heures de cette signature historique de l'accord de paix, tout est fin prêt ici à Washington. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aux premières heures de cette journée. En ce moment, il est d'ailleurs dans une séance de travail avec ses collaborateurs qui l'accompagnent dans cette mission historique. Nous voulons également préciser que tous les acteurs clés concernés par cette signature historique sont ici à Washington, à commencer par les deux chefs d'État. Le président du Rwanda est arrivé presque aux mêmes heures que son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État seront reçus à partir de 17h, heure de Kinshasa, à la Maison-Blanche pour une rencontre à 3. Et après cette trilatérale au niveau
du bureau ovale de la Maison-Blanche, les 3 chefs d'État vont rejoindre les 8 autres chefs d'État qui sont arrivés ici à Washington pour la signature de cet accord historique. Ils sont ici en leur qualité des facilitateurs et des garants de cet accord. Il s'agit du président de l'Angola, João Lourenço, le président du Kenya, William Ruto, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. L'Ouganda a dépêché sa vice-présidente. Il y a le ministre des Affaires étrangères du Qatar et son homologue des Émirats arabes unis. Le président de la Commission de l'Union africaine est également ici, tout comme le président du Conseil des ministres du Togo. Voilà le chef d'État qui seront présents demain à l'USIP, c'est United States Institute of Peace, c'est l'Institut américain pour la paix. C'est un lieu hautement symbolique ici, une institution qui dépend du département d'État américain et qui est au service de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Et c'est là que l'administration Trump a choisi pour la signature de cet important accord ici à Washington, un accord qui devrait qui devait marquer un tournant dans cette crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans, mais c'est aussi l'épilogue d'une longue démarche diplomatique entamée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auprès de la communauté internationale et qui se solde aujourd'hui par ce pas historique qui sera franchi, à savoir la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Giscard Coussem, avant de rendre l'antenne, il faudra tout de même préciser que ce 4 décembre 2025 constitue donc une journée historique pour la République démocratique du Congo. Le chef de l'État et son homologue rwandais Paul Kagame vont entériner l'accord de paix et de sécurité signé dernièrement, vous le savez, par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs. Et donc demain, cet accord de paix sera donc entériné. Et nous allons donc vous faire revivre tous les moments forts de cette cérémonie. La radio-télévision nationale congolaise a déployé ses équipes sur place ici à Washington DC. Merci Anita Lomba, merci surtout à vous qui nous suivez de partout à travers le pays et le monde. Merci Oscar Mbalkaïj. Nous allons vous retrouver demain justement pour nous donner les déroulés de la signature de cet accord de paix sur la médiation américaine. Et je vous souhaite un bon séjour. Inspection stratégique dans le pétrole congolais. En mission au Congo central, la ministre d'État Akasia Badoubola s'est rendue dans les installations on et offshore de Perenco pour évaluer le climat de travail des auditeurs. Eric Abamba, Blaise Kiti. En séjour dans les territoires des moines au Congo central, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Badoubola Mbongo, a visité 2025 les installations onshore et offshore de la société pétrolière Perenco. Accueillie par le directeur général et tout son staff, la patronne des hydrocarbures, Akasia Badoubola, a commencé sa visite dans les installations onshore, précisément la centrale de Kinkanzi, les puits et la zone est de Tchende. Deuxième étape, les différents sites offshore pour chuter dans le FSO Kalamo. Pour la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, il était question de voir si l'équipe qui audite Perenco travaille en toute sérénité et de s'imprégner de ce qui se passe dans l'amont pétrolier, précisément dans le onshore et offshore. Nous sommes ici sur place dans le FSO Kalamo. On voulait justement rendre compte de ce qui se passe dans l'exploitation pétrolière dans cette zone. En même temps, je voulais aussi me rassurer aux auditeurs que le gouvernement a demandé depuis un certain temps de faire l'audit fiscal, opérationnel, environnemental. Les auditeurs font leur travail de manière sereine et en toute liberté et objectivité. Donc c'était mon devoir en tant que ministre sectoriel de me rassurer que les choses se passent correctement et que les auditeurs sont là et ils doivent faire leur travail en toute objectivité et en sérieux possible. Signalons que la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Badoubola Mbongo, va poursuivre sa visite dans les terminaux de la ville de Matadi, dernière étape de sa mission officielle au Congo central. La RDC et l'Afrique du Sud renforcent leur coopération économique. Une importante mission économique sud-africaine est annoncée pour le mois de février 2026 ici à Kinshasa. Alain Bikaï nous en dit plus. Selon les diplomates sud-africains, près d'une cinquantaine d'entreprises
de la nation arc-en-ciel prendront part à ces grands rendez-vous économiques. Ces opérateurs sont attendus dans plusieurs secteurs clés, notamment la transformation agro-pastorale, les mines, l'énergie, les infrastructures, les transports, ainsi que d'autres services. Il y a quelques semaines déjà, l'ambassadeur de la RDC à Pretoria, John Nyakeru, avait échangé avec le directeur général du FPI sur les modalités d'organisation de cette mission placée sous le haut patronage du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chargé d'affaires sud-africain a également confirmé l'implication directe du ministère sud-africain du Commerce et de l'Industrie. Considérée comme la locomotive économique du continent, l'Afrique du Sud s'est dit déterminée à investir massivement en RDC afin de stimuler la croissance, créer des chaînes de valeur et générer des emplois décents. On va avoir envers 50 entreprises qui vont venir en RDC et on a besoin de ça, des liens de business entre les deux pays. Il y a plusieurs secteurs, il y a agri-processing, il y a énergie, infrastructure. C'est très important d'avoir plus de business sud-africain ici en RDC. C'est très important. De son côté, le Fonds de promotion de l'industrie réaffirme son engagement pour l'industrialisation du pays et son ouverture au partenariat gagnant-gagnant. Cette mission économique s'annonce donc comme un tournant majeur dans la coopération entre Kinshasa et Pretoria. Les chercheurs et experts de plus de 50 pays à travers le monde se sont réunis pour échanger autour des questions de santé publique et évaluer les activités consacrées à la lutte contre l'épidémie Mpox. Reportage. Venus de 50 pays, les chercheurs vont évaluer les activités consacrées essentiellement à la lutte contre l'épidémie de Mpox, dont les traitements portent sur le vaccin, les diagnostics, la surveillance et le suivi. Les représentants du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et le docteur Muyembe ont tour à tour présenté la situation sanitaire. Constat fait, beaucoup de malades sont négligés. Et pour le Mpox en République démocratique du Congo, la population devrait se préserver. Jean-Pierre Van a démontré l'importance de cet atelier sur la feuille de route du CDC à l'horizon 2030. Le docteur Muyembe a quant à lui intervenu pour faire l'état des lieux sur la situation globale de la prise en charge des malades atteints de Mpox avec l'engagement du gouvernement congolais pour éradiquer cette épidémie. Sur 130 000 cas de Mpox détectés, 32 000 ont été confirmés et pris en charge. Il faut noter que la République démocratique du Congo entend éradiquer cette épidémie de Mpox sur toute l'étendue du territoire national comme elle l'a fait pour Ebola. Financé par Flanders State of Art. Au cours de ces assises, on a noté la présence des experts de l'UNIKIN, UNRB, Africa CDC et OMS. Adopté le 18 février par l'Union africaine, le protocole sur le droit à la nationalité et l'éradication de l'apatridie est le premier instrument juridique africain pour le vulgariser. Le comité technique de lutte contre l'apatridie a organisé un atelier quant à ce. Diane Belaka et Eric Kabamba. Adopté le 18 février par l'Union africaine, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux aspects spécifiques du droit à la nationalité et à l'éradication de l'apatridie en Afrique représente une avancée significative pour la protection des droits fondamentaux sur les continents. Il s'agit du tout premier instrument juridique africain dédié à cette problématique. Dans le cadre de sa vulgarisation, le comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie, CETELA, a organisé un atelier à l'Université libre de Kinshasa, ULK. Objectif, permettre aux étudiants de mieux s'approprier ce texte. Christian Makambo, directeur chargé des opérations du CETELA, a précisé que cette activité vise à stimuler la réflexion académique autour de la question de l'apatridie et à encourager son intégration dans les travaux de recherche des étudiants. Il était donc important de vulgarisation de ces protocoles, de manière d'inciter les étudiants à réfléchir sur la suite, l'édiction de cet instrument juridique africain qui prend en charge la question de l'apatridie. Un étudiant de l'ULK a salué cette initiative, soulignant son importance pour la jeunesse universitaire. Ce sont des choses pour nous étudiants qui nous ont encore beaucoup plus davantage motivés sur le plan scientifique. Présent en RDC depuis 2019,
Le CEDELA multiplie ces types d'actions pour répondre aux recommandations de l'Union africaine qui exhorte les États membres à diffuser largement ces protocoles à tous les niveaux. Et puis une journée à la découverte du secteur bancaire organisée par quelques élèves de la capitale, une façon de leur accorder un coaching capable d'orienter leur choix pour les études universitaires. Eric Kabamba. C'est une expérience immersive pour ces élèves de quelques écoles de la capitale sélectionnés par le mouvement Inspiration Structure chapeauté par Bijou Baniakou. Ce mercredi 3 novembre 2025, ces élèves ont été conviés à la découverte d'un milieu bancaire, notamment à EcoBank, dans les soucis d'offrir à ces jeunes une immersion structurée dans le métier de la banque afin de favoriser leur orientation académique et leur projection professionnelle, comme l'explique la vice-présidente du mouvement Inspiration, Sylvie Olela Ondimba. Le mouvement Inspiration a comme objectif d'inspirer la jeune fille, mais aussi de l'aider à s'autonomiser et à affirmer son leadership. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment préparer la relève de demain. Et on est déjà très contentes. Elles ont fait une première matinée. Et là, à la pause, il y en a déjà 3 qui se sont déjà projetées comme futures banquières. Sur place, ces élèves filles ont suivi tour à tour les explications sur le fonctionnement de la banque et l'utilité de ces différents départements auprès de responsables de cette banque. Ce n'est pas la première édition, on a déjà été accueillis dans différentes entreprises privées et publiques. On a des ateliers dans les écoles. Donc le mouvement Inspiration est vraiment actif dans l'affirmation du leadership féminin et la préparation de la relève de demain. Ces échanges étaient suivis d'une visite transversale de tous les services de l'affectation individuelle des participantes. Cette institution a aussi aidé ses élèves à rejoindre son service d'ancrage accompagné d'un référent. Question de les amener à comprendre le rôle du service, les compétences requises et le parcours d'accès. Au finish, chacune d'entre elles a eu droit à un cadeau, une façon de les encourager. Et pour terminer, c'est demain jeudi 4 décembre que la RDC et le Rwanda, vous le savez, vont signer l'accord de paix. Le 10 décembre prochain, l'UDPS Tshisekedi va convoquer son congrès. Ces 2 enjeux de l'heure sont soutenus par les présidents fédéraux de ce parti présidentiel. Rodi Panda. L'accord de paix qui s'est conclu entre la RDC et le Rwanda pour le retour d'une paix véritable et durable, la convocation du congrès de l'Union pour le progrès social UDPS Tshisekedi, prévue le 10 décembre 2025, ces 2 enjeux de l'heure sont bien soutenus par tous les présidents fédéraux de ces partis présidentiels. Ils se sont exprimés. Réunis en collectif de présidents fédéraux de l'intérieur et de l'extérieur présents à Kinshasa, nous exprimons tout notre soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la recherche de la paix qui s'est traduit par la signature de l'accord de paix de Washington prévu ce jeudi 4 décembre 2025. Exprimons notre profonde gratitude à notre haute autorité de référence pour avoir initié la tenue du congrès extraordinaire du 10 au 14 décembre 2025, tel que réclamé corps et écrit par la base du parti en vue de résoudre la problématique de la crise que traverse notre parti. Remercions sincèrement notre autorité de référence pour avoir accédé à notre demande. Les présidents fédéraux de l'intérieur et de l'extérieur présents à Kinshasa, demandons à la haute autorité de référence de désigner l'honorable sénateur Topin Kabongo Mukengeshai en qualité du vice-président du parti. Nous mettons en garde les congressistes sur le fait que toute tentative de passer outre les instructions de la haute autorité de référence serait considérée par la base de l'UDPS comme un acte de haute trahison, d'autant plus qu'avant le Congrès ne doit pas être égal à après le Congrès. Pour ces cadres et membres combattants de l'UDPS Tshisekedi, ces sujets d'actualité politique en RDC tombent à point nommé qu'ils offrent une belle opportunité au pays de Tshisekedi de rebondir dans un nouvel élan. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiassi sous la direction et supervision de Jacques Kabwabwa, Angèle Mabiala.
était à la coordination. Rodé Panda et André Njeka l'ont réalisé pour vous. À la prise de vue, Jetou Loussaki. L'actualité continue sur notre chaîne à 23h avec Robert Delchisense. Je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.